Bonjour, on va bientôt commencer. Je vais voir, vous êtes 15 pour l'instant, donc on va attendre un peu, un peu, disons 5 minutes, en espérant que plus de monde se connecte d'ici là, je pense. On peut l'espérer, donc attendons. C'est le mec, moi, je trouve que c'est le mec.
Ok, nous allons commencer. De toute façon, la séance est enregistrée, donc vous serez en mesure de la regarder à nouveau sur YouTube. Néanmoins, je vous invite, comme d'habitude, à poser des questions parce que justement, un enregistrement, c'est quelque chose qui ne peut pas créer de l'interaction. Et notre but, au contraire, c'est de maximiser les interactions, surtout vu que l'enseignement se fait à distance. Donc, la séance d'aujourd'hui, c'est sur les questions innovatives, peut-être ou les rapports entre la pratique et l'innovation dans les travaux. Donc, j'ai intitulé la séance Chantier, flux de matières, besoins énergétiques et pollution. C'est plus une liste de concepts ou de centres d'intérêt qui me semblent importants que vraiment un titre. Et en plus, je me rends compte a posteriori qu'à la limite, je ne toucherai que marginalement certaines de ces questions. En réalité, le sujet, évidemment, est vaste et il faudrait sans doute se donner plus de temps pour traiter les questions liées aux travaux. Il est clair que le rôle de conducteur de travaux est un rôle complexe qui s'apprend dans le temps et pas en une séance à l'école. Donc, le but, en effet, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas de vous montrer comment se déroulent des travaux, mais justement de discuter, de vous présenter un certain nombre d'exemples relatifs à comment l'innovation se présente en architecture dans les travaux. Alors voilà, je veux commencer par cette image que je trouve impressionnante. Vous voyez en bas, donc ça c'est la voûte du CNIT pendant sa construction. Vous voyez en bas cette espèce de petite maquette, c'est en fait un bâtiment de 2 étages qui se trouve à l'intérieur du CNIT. Et ce sont 2 étages qui servaient pour les différentes fonctions de bureau à l'intérieur de l'édifice. Aujourd'hui, tout a été modifié. Il y a un immense centre commercial. Les échelles sont perturbées. La voûte n'a plus le même élan qu'elle pouvait avoir quand elle était conçue. Mais enfin, ce qui compte ici, c'est que vous vous rendez compte que vous avez donc en bas des édifices dont l'espace entre les étages, c'est ordinaire. Disons qu'il est probablement de 4 mètres compte tenu de l'usage. Et vous voyez l'immense échelle de la voûte et les échafaudages que vous regardez ne représentent qu'un tiers, dans un premier calcul, un tiers des échafaudages qui étaient présents en ce même moment pour le coulage d'une partie de la voûte, plus exactement d'un tiers de la voûte. Et vous avez là devant les yeux 280 km de tubes d'échafaudage neufs. 280 km. Donc, vous comprenez le montage, le démontage, le transport, le stockage, et là jusqu'à des hauteurs de l'ordre de la centaine de mètres. Dans ces cas particuliers, pour comprendre en fait que les enjeux d'un chantier peuvent être gigantesques, et ça va de soi que des ouvrages comme celui-ci ne sont pas réalisés tous les jours, et même, on pourrait dire, à chaque fois qu'un ouvrage de ce type est réalisé, en fait, c'est la première fois, et peut-être même la dernière, et cette réalisation implique un certain nombre de solutions qui lui sont propres et qui sont évidemment innovantes. Or, ce qui est intéressant pour nous, ce n'est pas tellement l'innovation des opérations ou des pratiques des chantiers, qui est bien sûr très intéressante, mais qui finalement pourrait être vue comme quelque chose qui impacte peu l'architecture. Mais ce qui nous intéresse, c'est justement d'observer comment certains éléments émergent qui, de leur côté, ont affecté l'architecture. Quand je dis l'architecture, je fais référence à l'aspect extérieur de l'édifice, mais aussi à sa manière d'être conçu. Donc, c'est ça sur lequel on va se concentrer. Donc, la présentation, elle va suivre les schémas présents. Donc, je vais introduire les sujets, comme j'ai déjà un peu commencé à le faire. Je vais ensuite passer à un certain nombre d'exemples qui vont prendre probablement la plupart de la séance. Donc, le numéro 2 va être assez long. J'espère pas long dans le sens inintéressant, j'espère intéressant pour vous. Je vous montrerai donc des exemples balayant un peu, d'ailleurs, l'histoire de l'architecture jusqu'à nos jours.
Et ensuite, on se concentrera sur les trois thèmes, on dirait principaux, en tout cas, sur une manière de pouvoir classer les questions qui concernent les travaux, donc les opérations en elles-mêmes, la matière vue donc dans son flux au travers de l'édifice, et puis l'énergie utilisée. Donc, on terminera évidemment avec des conclusions. Alors, pour commencer avec l'introduction, quelques termes peuvent être utiles. Il peut être utile de définir quelques termes. Donc, on va commencer en disant que bon, les chantiers, par définition, c'est les lieux où les travaux se déroulent. Ça peut être des travaux de démolition, de réparation, de construction. Ça, c'est évidemment, c'est pas important aujourd'hui, quoique on regarde essentiellement des travaux de construction dans les exemples. Et on s'intéresse essentiellement à toutes les opérations qui sont nécessaires à ces travaux. Donc, évidemment, aux opérations qui sont propres au chantier, mais aussi d'une quelque manière à celles qui se déroulent en amont, en aval, à côté. En fait, on va regarder toute la construction comme un épisode cohérent et bien sûr non isolé, mais relié au monde industriel extérieur. Mais donc, c'est ça qui va faire notre attention. Et la thèse que je vais vous présenter, c'est que ces questions techniques, toutes ces questions concernant cette filière industrielle qui est celle du bâtiment, affectent les choix de l'architecte, génèrent des choix qui sont de nature économique, esthétique et finalement, donc, on pourrait dire architecturale. Alors, il y a plusieurs manières de lire tout ça parce que c'est un tout et bien sûr, tout est entremêlé. Donc, il n'est jamais possible de faire la séparation, la part exacte entre deux choses. Mais disons qu'on peut se donner des clés de lecture et privilégier certains angles de vue. Alors, la première peut être le site avec son plan, la logistique qui permet de le gérer et d'y accéder, et l'organisation des tâches des ouvriers qui se trouvent dans le site. Donc, on va un peu regarder dans les exemples, un peu en filigrane. Ayez en tête ces clés de lecture parce qu'en fait, vous pourrez vous-même poser la question au fur et à mesure, et j'espère que vous la poserez, comme ça je pourrai vous répondre. Quoi de la logistique dans ce chantier, quoi de l'organisation des tâches, etc. Les flux de matière est un autre point de vue qu'on peut se donner pour expliquer ces histoires de travaux. Alors, la matière, évidemment, elle est, c'est les matériaux de construction à proprement parler, donc le béton, l'acier, le bois, la pierre, etc. Mais c'est aussi les autres matériaux qui sont nécessaires au fonctionnement du chantier, comme par exemple l'eau. Hein. L'eau est un des matériaux les plus utilisés. Et puis évidemment le combustible. Et puis, ça va de soi, il y en a plein d'autres évidemment, de volume et d'importance toujours mineur. On peut aussi parler de l'air. L'air a un rôle important dans les chantiers. L'air permet de ventiler et parfois, souvent, en fait, on génère de la pollution dans l'air. Donc, ça fait partie de ces flux qui traversent le site et qu'il faut maîtriser. Et finalement, donc, il faut regarder cette chaîne des matières, non pas seulement entre le moment où la matière rentre dans les portes du site et le moment où elle sort, mais enfin, il faut regarder ça dans une chaîne longue, dans le sens du cycle de vie des matériaux et donc de l'approvisionnement, même carrément de la fabrication jusqu'à arriver aux résidus, donc à leur évacuation, à leur traitement. Et, troisième point qu'on peut se donner, c'est temporel. Donc, vous voyez, les premiers points est géométrique, c'est le plan, la logistique, on peut dire, il est spatial. Le deuxième, il est matériel, dans le sens concret de la matière. Et le troisième, il est plutôt temporel. Regardez quelles sont les phases de la construction, ce qui est surtout évidemment le temps, mais aussi les cadences productives qui permettent de synchroniser les différentes tâches afin d'avoir le juste enchaînement des opérations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra. Évidemment, tous ces concepts, on verra comment ils se spécialisent et se précisent au cours du temps, j'espère, par les exemples que je vais vous montrer. Alors, ce qui nous intéresse, en fait, c'est pas de tout montrer, c'est impossible. Évidemment, si vous donnez peut-être une information très, très initiale sur ces questions-là, mais surtout donner une sorte de liste d'éléments critiques qui souvent ont généré des innovations.
Et on verra pourquoi. En fait, dans les slides qui viennent, je vous montrerai un peu un raisonnement général sur l'innovation et pourquoi ces éléments critiques se présentent. Alors, ce qu'il faut en fait au cours de cette séance, et c'est là qu'il faudra éventuellement poser la question si vous n'arrivez pas à bâtir cette compréhension, c'est comprendre quels sont les mécanismes de l'innovation qui ont leur origine dans les chantiers et donc par cette compréhension créer dans vous-même les bases pour une pensée innovative. Donc ne pas subir de quelque manière la technologie comme quelque chose de donné à partir de laquelle on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais au contraire, ou disons parallèlement, imaginer comment on peut faire évoluer cette technologie afin d'imaginer encore plus de ce qui est donné au jour J, mais donc se projeter en avant avec cette innovation. Alors, voilà, donc, puisque j'insiste autant, je voudrais que vous me répondiez à la question pourquoi innover? Pourquoi devrait-on donc faire ce passage compliqué et coûteux qui est l'innovation? Parce qu'il permet d'augmenter le progrès technique. C'est sûr que l'innovation permet d'augmenter les progrès techniques, mais ça ne pourrait pas être parce que ça ne peut pas être la raison d'innover, parce qu'on dirait qu'on innove pour faire augmenter l'innovation dans ce cas. Donc, faire augmenter les progrès techniques, ce n'est pas un intérêt en soi, si tu veux. Non, mais en même temps, c'est un peu ça, parce qu'on veut toujours repousser les limites de l'homme. Il y a une volonté de toujours aller plus loin. Non. Alors, la volonté de pousser les limites de l'homme, elle est vraie, et même on verra dans les exemples un cas précis dans lequel ceci est probablement le moteur principal. Et puis, j'ai entendu quelqu'un, mais je ne vois pas vos visages, parler de réduction des coûts. Et ça, c'est en effet un point important, réduire les coûts. Réduire les coûts signifie d'une quelque manière rendre faisable avec un certain budget ce qui serait peut-être non faisable, sans doute non faisable avec ce budget, et peut-être faisable avec un budget supérieur. Donc là, on a trouvé deux motivations qui me semblent logiques. Donc la première, c'est une sorte de motivation intrinsèque, c'est ce qu'on pourrait dire une innovation motivée par la pensée, motivée par la curiosité. Et la deuxième, c'est une innovation motivée par le bénéfice ou motivée donc par le marché, par l'extérieur. Donc, ces deux motivations intérieures et extérieures subsistent. Et probablement, il ne faut pas simplement se limiter au coût, mais parfois justement un élargissement des techniques dont le revenu financier est éventuellement un peu plus loin que simplement celui du chantier. Donc, on peut innover effectivement pour faire progresser la technique dans le sens d'imaginer que cette technique produira ensuite, une fois qu'elle est mise au point dans un chantier précis, d'autres chantiers où elle sera rentable. Et donc, évidemment, quand on parle de réduction de coûts, ce n'est pas forcément une vision à court terme qu'on se donne. En tout cas, les innovateurs ne sont pas systématiquement donnés une vision à court terme, mais souvent, très souvent même, l'innovation poursuite est une innovation qui génère du marché et qui génère donc de l'augmentation des richesses. Donc, pensez à la première révolution industrielle, juste pour faire un exemple, pensez au 19e siècle. La pensée, la première machine à la vapeur n'est évidemment pas une manière de penser à devenir riche le lendemain, parce que personne ne va l'acheter et parce que personne ne sait que faire avec. Mais effectivement, réaliser cette machine permet derrière elle de créer une filière dans un temps qui est finalement assez court, disons 20-30 ans de l'Angleterre du XVIIIe siècle, créer une filière qui, elle, est une filière qui sans doute modifie la société. Elle génère de la richesse dans certains sens. Il faut toujours prendre ce terme avec les pinces parce que, évidemment, on modifie les équilibres sociaux et économiques d'une ère et cela se réfléchit dans un progrès, entre guillemets, économique et technique qui ne touche pas forcément de manière égale
toutes les strates de la population, par exemple. Donc, en tout cas, innover signifie bouleverser sans doute les équilibres. Et on peut le faire avec une motivation économique. Et quand on le fait correctement, on le fait avec une motivation économique qui va un peu au-delà et même parfois de manière imprévisible de ce qui peut être simplement la vente d'un produit. Alors, dans les temps plus récents, on peut penser à deux énormes bouleversements sociaux générés par l'innovation. Les containers, par exemple, qui a modifié le profil de toutes les villes portuaires du monde et donc a généré des modifications urbanistes fondamentales, autres que des modifications logistiques au niveau planétaire pour finir avec la création de la globalisation grâce à ces simples artifices techniques. Et l'autre exemple, bien sûr, ça va de soi, les téléphones portables, enfin les smartphones ou Internet. Donc, tout ça, ce sont des choses que nous avons vécues. Et donc, je n'ai pas besoin de trop détailler, mais je voudrais donc, vu qu'on a compris un peu pourquoi on innove, finalement, qu'est-ce que c'est que l'innovation? Quand est-ce qu'on a affaire avec l'innovation? Alors, je vous avais déjà montré cette phrase que je prends donc, comme point de départ aujourd'hui. C'est simplement la définition donnée par le Centre national des ressources techniques du langage, qui est innover est égal à introduire du neuf dans quelque chose qui a un caractère bien établi. Alors, il n'y a rien de mieux établi que le monde de la construction. Si vous rentrez dans un chantier, vous trouvez un ensemble de techniques appliquées, un ensemble de procédures appliquées qui ont été bien établies dans le passé et qui sont pratiquées d'une manière répétée et précise afin de contrôler évidemment la production et ses risques. Donc voilà, un caractère bien établi, c'est vraiment le terme qu'on peut associer au monde de la construction. Introduire du neuf dans ces contextes est quelque chose qui ne peut que se faire en luttant contre des obstacles. Et évidemment, pourquoi le faire? Donc, on revient sur le point d'interrogation. Pourquoi, en fait, lutter contre des obstacles qui se présentent? Alors, on a dit c'est la curiosité, on a dit c'est l'économie. Ceci signifie que quelque part, on entrevoit des contradictions dans la technique ou dans le système globalement qui est établi. On voit qu'il y a quelque chose qui cogne. Donc, si on enlève ces contradictions, on pense pouvoir générer de l'économie. En tout cas, on a la curiosité de comprendre pourquoi cette contradiction est là et s'il y a moyen de l'éliminer. Donc, vous voyez que les deux motivations que vous avez sorties correspondent très bien à ces points de départ. L'innovation se situe là où il y a deux éléments. Il y a un système d'opération, il y a un caractère bien établi d'un côté, et il y a des contradictions techniques dans ces systèmes. Donc, malgré le fait qu'il soit bien établi, il est encore imprécis, il est encore imparfait, il contient des contradictions. Alors, évidemment, ces contradictions se manifestent de manière plus ou moins importante en fonction du type de travail qui est fait. Et peut-être que dans la vie quotidienne, dans le travail courant du quotidien, elle ne se manifeste pas de manière sanglante, pour ainsi dire. Et finalement, elle ne génère pas tellement de soucis. Et donc, elle passe inobservée, elle continue à exister pendant des années, voire des siècles. Et puis, à un moment donné, il y a un ouvrage, une condition, une situation, un contexte dans lequel elles émergent de manière à devoir nécessairement être dépassées afin de pouvoir réaliser l'opération. Et ça, c'est le moment où l'innovation devient nécessaire. Et j'espère que les exemples que je vous montrerai vous permettront de comprendre ce type d'évolution. Alors, ce qui est important, c'est comprendre que l'innovation n'est pas ce qui se fait lorsqu'on négocie, je dirais, avec les contradictions. Donc, lorsqu'on se trouve avec, bon, on ne peut pas faire A tout à fait parce qu'il y a B, on va faire un truc, on va faire la moitié de l'un, la moitié de l'autre. Ça, je dirais, on est encore dans les domaines du caractère établi ou bien établi des choses qui, intrinsèquement, sont des choses négociables. Donc, le terme de négociation est à prendre ici dans le sens de trouver un peu le juste milieu ou le milieu possible entre ces éléments qui se contradisent afin de pouvoir générer les produits envisagés. Donc, ce n'est pas ça le concept d'innovation. Très souvent, en fait, dans le quotidien de l'architecte, il y a cet aspect de négociation entre côtés différents de la chose. Donc, par exemple, j'ai un isolant thermique qui me demande
certaines épaisseurs et certains encombrements. J'ai une structure de l'autre côté qui me demande ces épaisseurs, ces encombrements, et je dois négocier, trouver une solution pour faire à la fois l'un et l'autre, les deux étant nécessaires au bon fonctionnement de l'édifice. Donc, mon rôle d'architecte est aussi le rôle de trouver la juste proportion, le juste milieu entre les deux. Bien, ça, c'est sans doute un travail nécessaire et c'est un travail qui correspond au caractère bien établi des choses et qui n'est pas à voir comme un travail de recherche, comme un travail d'innovation. Un autre élément important, et là je me réfère en fait, les termes que je vous présente ont été définis par Gendrik Alstuller, qui est le fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie TRIS de l'innovation, et qui a écrit donc un livre, enfin qui était un chercheur en Union soviétique et qui a écrit un livre traduit en anglais et qui a qui a sans doute fait beaucoup de bien dans le monde de l'innovation, qui est donc le Creativity as an Exact Science, publié en 1984 à Amsterdam. Mais donc, Alsaller est un chercheur qui a vécu plutôt dans les années 60 et 70, qui a opéré, qui a fait ses recherches, a mené ses recherches plutôt donc, entre 20 et 10 ans avant. Alors, le concept qui fait émerger, c'est celui que le fait d'enlever les contradictions fait tendre le système qu'on veut améliorer vers un système idéal ultime. C'est un peu comme dire l'être humain, il se développe dans le temps. Il naît, il est jeune, il ne connaît rien. Enfin, il prend du temps pour maturer, pour devenir adulte, pour devenir en fait complet, on pourrait dire. Et puis, il commence à dégénérer et puis finalement, il meurt. Alors ça, c'est une contradiction. C'est fort dommage. Il faut mettre 20 ans, 30 ans pour former une personne et puis, disons, si vous regardez l'âge moyen de l'Empire romain, à 35 ans, elle meurt. Ça, c'est une contradiction. Donc, il faut l'enlever. Alors, comment on l'enlève? Bon, on regarde quelles sont les raisons de la mort. Bon, à part aller en bataille qu'on peut peut-être éviter, mais voilà, il y a des maladies, il y a des infections. Alors, on commence une par une à enlever ces maladies, ces infections, en tendant vers un système idéal ultime qui est celui dans lequel la vie ne se termine jamais, si ce n'est que pour un accident, et même on peut enlever les accidents, et parce qu'en fait, on est arrivé à éliminer toutes les maladies, toutes les causes de mort. Évidemment, ça, c'est un système inatteignable, on le sait très bien. On sait très bien qu'il y a une dégénération qu'on ne peut pas éviter. Eh bien, on pourrait aussi faire de la recherche et innover afin de réduire, voire annuler cette dégénération. On pourrait tendre à l'immortalité. Donc, ceci est un système idéal ultime qu'on ne pourra jamais atteindre, en tout cas, qui n'est pas raisonnable d'imaginer d'atteindre dans un système économique envisageable à l'actuel. Mais c'est néanmoins les systèmes auxquels l'innovation tend. Donc, nous sommes aujourd'hui dans cette épidémie ou pandémie, comme on veut l'appeler, avec ces questions de lutte au Covid, eh bien, voilà, quel est le système idéal ultime? Le système idéal ultime est un monde dans lequel le Covid a disparu. Et voilà. Donc, on doit innover afin d'arriver à ce point-là. Alors, comment on innove pour ce point-là? Il y a plusieurs pistes. Il y a évidemment la distanciation sociale, il y a les vaccins, il y a tout ce que vous voulez. Et le système idéal ultime est un monde où on oublie la question. Voilà. Est-ce que ça va se produire? On l'espère, bien sûr. Ça a été le cas pour la peste dans le passé. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas avec le Covid, à vrai dire. Mais enfin, ça reste un espoir pour l'instant. Donc voilà, le concept du système idéal ultime est important parce que cela signifie qu'on ne doit pas avoir peur de penser de manière utopique. L'utopie permet de donner une direction à notre raisonnement. Après, évidemment, le problème, c'est est-ce qu'on croit qu'en tendant vers l'utopie, on produit déjà un premier pas qui est un bon pas? Ou est-ce qu'on crée une utopie, enfin, on vise une utopie qui commence simplement en faisant de mauvais choix? Bien sûr, on a l'histoire politique est pleine d'utopies qui finalement ont commencé en détruisant des populations et en faisant des ravages. Donc, c'est clair que ce n'est pas parce qu'on tend vers une utopie que forcément on fait du bien. Mais disons que si on est dans le monde de la construction, c'est un peu moins dangereux de tendre vers l'utopie et puis à cause du bon sens de la production de l'utopie, évidemment, dans la construction de l'utopie. Donc, disons que si on cherche à réaliser les bâtiments idéaux qui ne contiennent plus une certaine contradiction, quelle que soit, et qu'on fait un premier pas qui permet
enlever une partie de cette contradiction pour l'instant, c'est déjà une bonne chose. C'est un peu ça l'innovation. Alors, ce qui a trouvé Artstaller et qui a fait en fait la base d'Atelier Tritz en analysant quasiment d'une manière statistique quasiment tous les brevets déposés avant lui, c'est que d'une manière assez récurrente, la solution les problèmes posés et les modèles d'évolution de ces problèmes qu'il faut connaître pour les traiter ne dépendent pas des secteurs industriels et scientifiques dans lesquels on les retrouve. Donc, quand on fait de l'innovation drôlement, d'une manière statistiquement assez certaine, et drôlement, lorsque on fait de l'innovation dans les cas médicaux, ou qu'on le fasse dans les cas de l'industrie minéraire, ou qu'on le fasse dans les cas de l'aérospatial, on peut toujours se ramener à un certain nombre de questions fondamentales qui finalement sont non pas forcément invariantes, mais présentes dans tous ces domaines. Et donc, ce qui est remarquable, c'est que très souvent, l'innovation dérive de l'idée d'appliquer quelque chose qui est extérieur au domaine où on cherche à réaliser l'innovation et qui est au contraire connu dans un autre domaine. Donc, on applique le matériau A ou le procédé B dans un contexte où ceux-ci n'ont pas été pensés et on voit qu'on trouve la solution qu'on avait, le problème qu'on avait. Or, il existe évidemment dans le livre de Altshuler énormément d'exemples. C'est étonnant de constater effectivement cette récurrence. Malheureusement, ce livre est extrêmement cher parce que tout le monde veut l'acheter et qu'il n'y a pas une version numérique. Donc, je le mets comme référence, mais en réalité, vous serez obligé, si vous voulez approfondir la question, de lire de la littérature secondaire qui elle, est disponible, même gratuite, sur Internet. Alors, passons aux exemples. Donc, ayez en tête ce cadre général un peu abstrait, sans doute, que j'ai essayé de présenter, et revenez avec la mémoire aux slides précédentes afin de lire les exemples que je vais vous donner avec ces clés de lecture que j'ai essayé de vous fournir. Alors, les exemples qu'on va traiter sont organisés d'une manière historique. On va commencer en l'année 1420 avec la coupole de Désolé, mon clavier, il manque les O et les I, donc parfois, je ne me rends pas compte que je perds les O et les I aussi dans la frappe. Donc, le coupole de Santa Maria del Fiore de Filippo Brunelleschi à Florence, bâti à partir de 1420. On va regarder un pont en acier réalisé aux États-Unis, donc à New York par ailleurs, le Hellgate, construit en 1912. On va citer malheureusement un peu brièvement l'Empire State Building de 1930 et on va parler de Richards Medical Research Laboratories de Louis Kahn, construit entre 1957 et 60. Et puis le Gateshead Millennium Bridge réalisé en Angleterre en 2000. Voilà, on va commencer avec la coupole de Santa Maria del Fiore. Et c'est quoi le problème? Vous le connaissez probablement déjà pour avoir fait vos cours d'histoire de l'architecture, donc je ne vais pas m'attarder. Mais enfin, le problème, c'est qu'on a un trou dans une cathédrale en construction, dont la construction a duré longtemps, a été interrompue à cause de la peste du XIVe siècle. On a un trou de 43 mètres de largeur sur un tambour qui se trouve à 55 mètres du sol. C'est un truc immense. En fait, c'est la surface à couvrir la plus grande qu'on ait jamais vue. Et on verra les voûtes ou les voûtes parallèles, enfin précédentes, qui sont celles du Panthéon de Rome ou de Sainte-Sophie à Istanbul aujourd'hui, Constantinople à l'époque, peut-être Byzance à l'époque même, au XVe siècle. Et on verra en quoi ces ouvrages étaient similaires ou proches de celui de Florence, mais quand même différents, suffisamment différents pour que les contradictions en question émergent et ne laissent pas le choix à l'innovation. Alors, le concours est établi par la ville de Florence en 418 et en fait, il est la victoire, enfin, c'est Brunelleschi qui l'emporte avec d'ailleurs deux autres architectes qui sont imposés par la ville, malgré le fait que l'idée soit de Brunelleschi.
bien 4 ans plus tard. Donc, c'est en 420 que les travaux avec le projet de Brunelleschi commencent, malgré le fait que le concours était lancé en 418. Et le concours contient en fait la liste des problèmes qui se présentent. La première chose, c'est que construire une voûte, en général, on le faisait à l'époque en faisant une contreforme qui était un élément, une structure en bois, en fait, une structure en bois ayant la forme de la voûte sur laquelle on posait les briques, si vous voulez, pour fabriquer la voûte en question. Et là, bon, on a un problème d'échafaudage. On n'a pas, la ville de Florence ne possède pas suffisamment de forêts pour pouvoir en tirer le bois nécessaire à couvrir les 43 fois 55 mètres de volume, si vous voulez, 43 au carré fois pi fois divisé par 4 fois 55. Donc, ce volume immense qu'il faut couvrir pour créer des échafaudages qui arrivent déjà au niveau du sommet du tambour. Et puis ensuite, évidemment, il faut encore quasiment doubler pour réaliser la voûte. Donc, bon, voilà, on n'a pas ça. Après, on a des problèmes d'élevage. On n'a pas de machine. Personne ne sait faire des machines d'élevage qui sont capables d'amener des pièces lourdes à cette hauteur. On verra d'ailleurs que la construction de la lanterne, qui est objet d'un autre concours, donc la lanterne, évidemment, est la pièce terminale qui est extrêmement lourde. La construction de la lanterne sera un autre concours, lui aussi gagné par Brunelleschi. Après, on a des problèmes de stabilité. Donc, il y a déjà des fissures. On n'a même pas encore construit la voûte. On constate qu'il y a déjà des fissures visibles dans l'une des coupoles qui supporte le tambour. Donc, déjà, cela signifie non seulement on ne sait pas comment faire, mais même il faudrait commencer à réparer. Et puis, il y a une question d'esthétique. Finalement, il faut quand même faire un concours d'architecture. Il faut que cette coupole satisfasse les canons de l'esthétique de son époque. Alors, avant de vous montrer la solution, je vais un peu en avant et je vous montre ce qu'il y avait, quelles étaient les références sur lesquelles Brunelleschi ou tous les architectes de son époque pouvaient appuyer leur raisonnement. Ceci est le Panthéon de Rome, réalisé en 27 avant Jésus-Christ. 43 mètres et dépouillé, 43 mètres et demi de portée antérieure à la naissance, donc ici, sur ce grand cercle, avec matériaux de construction, c'est du béton. C'est du béton de poids spécifique c'est réduisant au fur et à mesure qu'on monte le long de la coupole, donc le long de la voûte, donc plus lourd à la base et plus léger en haut. C'est donc ce qu'on appelle l'opus cementitium des Romains. Qu'est-ce qui caractérise la géométrie du Panthéon? C'est que si vous prolongez la coupole, vous faites une sphère parfaite. Cette sphère touche le sol ici au centre. Donc la coupole est en fait aussi large que haute par rapport au sol. Et l'autre chose qui la caractérise sont ces murs très larges. Donc ici, vous avez la coupe qui est réalisée sur une niche. Et là, elle est réalisée sur la porte. Mais évidemment, il faut comprendre que l'épaisseur ici du mur et l'épaisseur comprenant la niche, donc tout ça, et que là, il y a les pronaos, donc la porte ne compte pas, il y a encore de la matière ici. Donc, ce qui caractérise finalement ces ouvrages, c'est être extrêmement massif et vous voyez n'avoir quasiment pas de fenêtre, si ce n'est que pour un oculus central qui laisse passer la lumière et bien sûr aussi la flotte. Alors ça, c'est un modèle qui fonctionne. Il aurait fallu faire pareil à Florence, mais on n'a pas fait pareil pour une raison qu'on verra. Et ça, c'est un autre modèle qui fonctionne, c'est Sainte-Sophie, réalisé donc entre 532 et 537 à Constantinople. Et là, c'est la plus grande surface couverte de l'époque, et ça l'est encore si on se limite aux ouvrages anciens. Et la coupole centrale, elle a un diamètre beaucoup plus petit, c'est de l'ordre de 25 mètres, mais par contre, elle se propage dans un espace avec très peu d'appui, à l'aide d'un système de contre-voûtes qui viennent contraire la poussée de la voûte centrale. Je pense que vous avez déjà en tête le fait qu'une voûte fonctionne grâce à la mise en place d'une poussée par un effet de caténaire inversé, et que donc la question de comment reprendre cette poussée est la question fondamentale à résoudre quand on projette et on construit un tel ouvrage. Ici, la poussée, qui est donc une force horizontale qui est produite par la couverture au niveau des appuis, cette poussée est reprise grâce à grandes épaisseurs, grands poids de murs. Ici, elle est reprise grâce à la forme que vous voyez descendre graduellement vers la naissance. Et ça, c'est Santa Maria del Fiore. Imaginez-la sans la coupole. Donc, les travaux sont arrêtés au niveau du tambour. Voilà, du tambour qui est là. Et vous avez quelque chose qui est beaucoup plus haut.
Ça, c'est 43 mètres. Donc, c'est à peu près comme le Panthéon. Sauf qu'au Panthéon, la hauteur ici, c'est la moitié de 43, parce que ça, c'est 43 mètres. Ça, c'est donc une vingtaine de mètres, on va dire 21 mètres 50, si on veut être précis. Alors qu'ici, vous avez 50 mètres. Donc, le double, plus que le double même. Donc, déjà, il y a un truc qui ne va pas, c'est que par rapport au Panthéon où la descente des charges s'est faite grâce à la massivité des murs et sur une hauteur relativement réduite, une vingtaine de mètres, ici, on a des murs qui ne sont pas si massifs que ça, et on doit descendre sous 50 mètres. De plus, l'idée, la stratégie, je dirais, des concepteurs de cet ouvrage était celle de Sainte-Sophie, de créer des contre-voûtes, en fait, qui viennent reprendre les poussées. Bon, voilà ce qu'on a à Santa Maria del Fiore, c'est simplement ces éléments-là, alors qu'ici, il n'y a rien. Et c'est là justement qu'on voit des fissures. Donc, la conception de l'ouvrage est inappropriée en fait à son ambition. Et c'est à cause de ça d'ailleurs que le chantier n'a pas pu se poursuivre. Donc, il faut résoudre ces questions-là. Et alors, voilà la réponse de Brunelleschi qui introduit en fait autant d'innovations que d'éléments de la réponse. Première chose, la forme de la voûte est en ogive. Notez la voûte du Panthéon, notez la voûte de Sainte-Sophie. Toutes les voûtes construites après les Romains, c'est des voûtes hémisphériques. Donc, c'est la moitié d'une sphère qui est la forme considérée la plus stable pour les coupoles. Or, en effet, déjà depuis le Moyen-Âge, on sait bien que les arcs à ogive peuvent être construits et même qui sont plus intéressants statiquement. Donc, pourquoi pas faire une voûte en ogive? Voilà la première des innovations proposées par Brunelleschi. Après, à la suite de Santa Maria del Fiore, il n'y aura plus de voûte sphérique ou presque. Ceux qui feront des voûtes sphériques, comme d'ailleurs le proposera Michel-Ange pour Saint-Pierre de Rome, mais ça ne sera pas réalisé d'après son projet exactement. La voûte sphérique, elle sera présentée simplement comme reproposition du Panthéon de Rome, vu un peu comme l'édifice phare d'une certaine typologie, mais enfin, la voûte à ogive devient le standard. Suite au travail de Brunelleschi, ou à la proposition de Brunelleschi. Deuxième question introduite, c'est que la coupole n'est pas un simple épaisseur, mais un double épaisseur. Donc, on a un double coupole et en plus, on a des nervures. La coupole, vue de l'extérieur, n'est pas une surface lisse, courbe, mais une surface nervurée. L'appareil, donc la disposition des pièces, des briques notamment, dans la coupole antérieure, est un appareil en épi, on dit aussi un chevron, donc réalisé de telle manière qui permet la pose des blocs sans contreforme, à l'instar de ce qui s'est fait aujourd'hui, enfin, ça a été fait plus tard, dans les voûtes, dans certaines voûtes qu'on appelle Guastavino, aux États-Unis, le XVIIIe siècle et XXe siècle. Donc, encore, pour aller plus loin, une disposition de chaînes, donc un chaînage du dôme réalisé avec de la pierre, des poutres en pierre et des poutres en bois. La construction des tribunes mortes, c'est ça, les tribunes mortes, ces objets-là, qui viendront renforcer la voûte plus tard, en effet. C'est la construction des tribunes mortes successives à la fin des travaux, toujours à cause de ces fissures inquiétantes. La conception d'échafaudage suspendu qui permet de ne pas remplir le volume à bâtir de bois, mais de réaliser les choses de manière beaucoup plus légère. L'invention d'un système de repérage de la géométrie dans l'espace, parce que je veux voir comment on fait pour fabriquer une voûte à 50 mètres de hauteur du sol, qui doit arriver à 80 mètres de hauteur parce qu'elle a une forme d'ogive, et tout ça sans avoir un échafaudage solide sur lequel s'appuyer, qui nous permet de prendre des côtes, de mesurer des hauteurs et tout ça. Donc, c'est un système de repérage géométrique extrêmement évolué qu'on ne peut faire parce qu'on est en fait en pleine renaissance et que les études de géométrie se sont renouvelées d'une manière assez importante grâce à la découverte des traités grecs, que ces repérages géométriques peuvent être réalisés, permettant finalement à la voûte d'être réalisée avec une précision remarquable. Il y a quelques centimètres d'erreur au niveau de l'axe de la coupole à la hauteur au sommet de la coupole même. Et puis finalement, encore une remarque, mais enfin, c'est un chantier qu'il faudrait étudier beaucoup plus en détail. Il y a des points de restauration, on pourrait dire aujourd'hui des cantines ou des cafétérias pour les ouvriers qui sont réalisés dans les bâtiments afin d'éviter que les ouvriers s'éloignent pour aller boire, pour aller manger,
Donc, on tient compte, en effet, dans l'organisation du chantier, d'énormément de choses, y compris la gestion des hommes. Alors, quelques détails en plus. Oui. Juste, c'est quoi déjà le nom de la troisième coupole? Ah, les tribunes mortes? Non, non, juste pas elle, ni celle d'après, mais celle d'encore après, où la coupole, elle est plus basse que le bâtiment. Celle-ci? Non, celle d'après. Ça, c'est Santa Maria del Fiore, c'est celle qu'on est en train d'étudier. Oui, ok, merci. Okay? Donc, c'est de ça qu'on parle. Pardon, je n'ai pas mis les noms parce que c'était les bâtiments qu'on traite. Hein. Ça, c'est la cathédrale de Florence. Elle a été bâtie pendant 2 siècles à peu près. Et là, la coupole dont on parle est celle-ci. Et donc, l'ouvrage à l'époque de Brunelleschi s'arrêtait au niveau du tambour, c'est-à-dire ici, où il y a ces trous ronds. Voilà. Petite question à propos des tribunes mortes. Oui. Où se trouvent les tribunes mortes? C'est ça la tribune morte. Vous voyez ma souris ou pas? Juste, je n'avais pas remarqué. Vous la voyez? Non, parce que moi, je ne sais Oui, jamais je vois si en maintenant, fait... ok. Ok, c'est ça la tribune morte. Donc, c'est simplement un bout de maçonnerie qui permet de reprendre les poussées. Il n'a pas de fonction, ça n'a pas d'autre fonction que des fonctions de statique. Ok, merci. Alors voilà, quand on regarde les 2 éléments principaux de cette innovation, ça c'est une coupe et une reconstruction des échafaudages réalisés au XVIIIe siècle. On voit la double coupole, donc avec la coupole intérieure qui est la coupole à proprement parler, qui permet d'avoir la fonction porteuse, et une coupole extérieure dont le rôle est essentiellement d'assurer l'étanchéité. Entre les deux, on a une ventilation, mais on a aussi des escaliers, des couloirs de service qui permettent aux ouvriers de monter le long de la coupole au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Donc, on n'a pas besoin d'échafauder parce qu'en fait, on vide à la coupole au fur et à mesure qu'on la monte. Et ceci est les échafaudages provisoires, enfin les échafaudages appuyés en hauteur. Vous voyez, en fait, oui, je n'ai pas bien fait mon boulot. Ici, vous voyez ces 2 points d'appui. Eh bien, ils sont là et là. Okay? Donc, ce n'est pas tout à fait bien calé au niveau de la position et des échelles, mais vous comprenez. Donc, il y a des chevrons qui sont là, qui viennent supporter un premier palier sur lequel des ouvriers peuvent se trouver et qui vient supporter donc ensuite un deuxième point d'appui à haut qui permet ici d'avoir l'élevage. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque la voûte n'est pas complète? Les ouvriers, ils sont debout sur la voûte incomplète. L'élevage se fait par les centres et ils sont transdatés grâce à ces planchers intermédiaires sur les bords. Donc, les objets levés, les briques sont posées sur les planchers intermédiaires et puis transdatés sur les bords. Et ceci s'élève au fur et à mesure que la coupole monte. Donc, voilà l'essentiel de la question du chantier de Brunelleschi. Et voilà, si on regarde la comparaison entre la voûte de Santa Maria del Fiore à gauche et celle du Panthéon à droite, je vous répète, le Panthéon était la référence pour réaliser un ouvrage de cette dimension, 43 mètres 44 l'un, 43 mètres l'autre, donc essentiellement la même portée. Et là, je les ai mis à la bonne échelle et regardez la différence de hauteur en fait de la coupole de Brunelleschi. Donc, sachez que la maîtrise d'ouvrage s'attendait plutôt à avoir une voûte comme celle du Panthéon, parce que c'était ça le projet initial. Donc, il faut vraiment beaucoup modifier l'architecture. Et en fait, je répète, hein, cette voûte, cette coupole, en fait, génère toute une nouvelle architecture de voûte qui démarre avec elle et qui caractérise la Renaissance, l'époque baroque, le XVIIIe siècle, le XIXe siècle, en fait, toutes les coupoles construites dans la suite. Et alors, on peut constater en fait quelque chose qui est important, la descente des charges qui s'est fait donc dans ces systèmes d'une première approximation, on peut dire, avec un funiculaire inversé qu'on peut dessiner dans la coupe. Ce funiculaire inversé, c'est donc une chaînette, on peut l'imaginer à peu près comme une parabole. Bon, ce n'est pas tout à fait le cas, on pourrait la calculer plus précisément, mais ce n'est pas ça le but. C'est clair que pour que ça fonctionne, il faut que ça passe à l'intérieur de la structure porteuse. Donc, il faut que la courbe rouge qui représente un peu comment les charges
descend dans la voûte se trouve toujours dans la matière, donc toujours ici ou toujours là. Cela oriente un peu la parabole. Vous voyez, là, j'ai simplement pris une parabole et je l'ai collée là où je pouvais. Et vous voyez ici, la parabole, elle arrive au pied avec un angle, et là, elle arrive au pied avec un autre angle. Et on peut constater que l'angle par laquelle la poussée arrive, la force verticale, enfin, la force descendante arrive à la naissance du Panthéon est plus important que celui de Santa Maria del Fiore. Si vous regardez la composante horizontale de cette force, celle-ci, pour une composante verticale égale, cela signifie pour un poids égal. Bon, ce n'est pas forcément le cas, mais je voulais juste avoir des choses comparables. Vous pouvez constater qu'on a ici 2 fois plus de force horizontale que là. Donc, avec son stratagème de lever la hauteur de construction, Brunelleschi réduit la poussée horizontale et donc réduit les besoins de massivité du tambour et de toute la structure sous-jacente et résout donc ces problèmes de sous-dimensionnement de la structure si on aurait réalisé l'architecture en question par les modèles du Panthéon qui étaient les modèles dominants. Donc, voilà, on a ce qu'on a appelé un système établi à droite et voilà le système innovant à gauche. Ce système innovant s'appuie, se génère grâce à des connaissances qui viennent encore une fois de l'architecture, bien sûr, mais d'une autre architecture, l'architecture des arches. Alors, le fait que au XVe siècle, un architecte comme Brunelleschi puisse passer de la conception d'une arche à la conception d'une voûte, ce n'est pas tout à fait une évidence parce qu'à l'époque, on n'a pas de modèle mécanique, mathématique de la construction et on n'a pas de raisons, en fait, on n'associe pas la bonne forme des arches à la bonne forme des voûtes. Ce sont deux objets différents. Et donc, c'est comme si aujourd'hui, un vétérinaire, pour soigner un chien, décidait d'appliquer un soin qu'on utilise plutôt pour les chevaux. Enfin, je dirais, il n'y a pas de raison de le faire. Voilà. Donc, il y avait bien sûr des raisons pour le faire, mais arriver à les intuiter, les mettre en œuvre, les essayer d'abord par des maquettes en bois et les mettre en œuvre, c'est tout le mérite du génie de Brunelleschi. Donc, vous voyez, ce qu'il dit Altstāler, effectivement, est vérifié. Un concept qui a été établi dans un autre système, bien transdaté dans le système actuel et comporte sa solution. Bien sûr, la solution de Brunelleschi est beaucoup plus articulée. Il y a la question des échafaudages, la double coupole, la gestion du chantier. Tous ces éléments-là n'est pas le réflexe d'un projet formidable. Donc, je vous invite, chaque fois que vous avez la possibilité de le faire, d'approfondir ces questions-là et notamment la connaissance de ce chantier. Je pense que c'est une des informations les plus importantes pour une formation d'architecte. Voilà comment, tout de suite, l'exemple de Brunelleschi est imité. Ici, c'est la basilique de la Sainte Maison de Lorette qui est réalisée, dont la coupole est réalisée par Giuliano da Sangallo. On est un peu plus tard, on est à 499, donc disons 79 ans se sont passés depuis le début du chantier de Brunelleschi, qui est seulement 63 de sa fin, parce que le chantier de Brunelleschi a duré 16 ans. Eh bien, Giuliano da Sangallo ne fait que reprendre les chantiers de Brunelleschi et il le met 9 mois pour bâtir la voûte. Donc, en fait, vous comprenez que la première fois, ça fait mal. C'est compliqué. Il faut faire plein de choses. Bon, après, chaque chantier, bien sûr, a ses temps et ses retards qui lui sont propres et qui dépendent de beaucoup de facteurs. Mais disons que la première fois, lorsque Brunelleschi établit ce nouveau mode constructif, c'est compliqué, c'est risqué, c'est long. Et tout de suite après, ça devient rapide et standard. Donc, cet exemple de la coupole de la basilique de la Sainte Maison de Lorette, ce n'est que le premier d'une série de plusieurs centaines de voûtes réalisées exactement par le même principe constructif et avec une très grande rapidité. Il faut dire que la voûte de Saint-Pierre, réalisée encore quelques années plus tard, donc on est plutôt 100 ans plus tard que Santa Maria del Fiore, cette voûte, elle est différente. Elle a une autre conception, mais on n'en parlera pas aujourd'hui parce que sinon, on s'attarde trop sur les projets anciens. Et je voudrais au contraire passer sur
les projets suivants. Donc, le projet suivant, je vais vous montrer, est une série de ponts qui commence avec celui-ci, le Hellgate Bridge, réalisé dans l'État de New York par Gustav Lindenthal en 1912. Vous l'avez devant les yeux, ce pont, et c'est un pont en tablier suspendu, un pont en arche en tablier suspendu, la structure est réalisée en treillis. Et en fait, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que cette poutre n'était pas prévue dans le projet initial. Il y avait un espace de 4,60 m qui séparait la structure en acier de la structure en pierre. Et ces poutres furent placées quand même pour ne pas perturber le public. Donc, on est en 1912. C'est quelque chose de très similaire à ce qui s'est fait dans la Tour Eiffel lorsque des arcs sont ajoutés au premier étage afin de donner l'impression que celui-ci fonctionne par un système d'arc alors qu'il fonctionne par un système poutre. On est donc dans un problème de langage architectural et de manifester un certain apaisement, un certain équilibre vis-à-vis d'un public qui a l'habitude de voir des structures en pierre, qui peut être perturbé par les structures en acier et en tout cas qui n'est pas informé, bien sûr, comme les publicateurs d'ailleurs, des détails de la technique constructive et qui pourrait donc se retrouver, disons, un porte-à-faux par rapport aux informations visuelles données par ces mots. Alors, avant de vous dire qu'est-ce que c'est que cette histoire du gap, de l'espace de 4,60 m qui aurait dû être laissé libre, on passe à l'ouvrage suivant qui était construit par la même entreprise de construction, pas par le même architecte, exactement sous la base de celui-ci. Donc, disons que c'est un ouvrage jumeau. Ah, pardon, oui, le dessin de la construction, c'est important pour l'instant. Le dessin de la construction de... Pardon, excusez-moi pour la pause. Donc, le dessin de la construction de cet objet procède ici, on a une photo de l'époque par un système qu'on appelle par encorbellement. Donc, l'arche est construite au fur et à mesure en partant des deux rives. Vous voyez ici la photo de la rive en face. Elle est maintenue en équilibre alors que la jonction n'a pas été encore réalisée. Et là, elle est maintenue en équilibre à l'aide des câbles qui viennent la tirer par derrière. Et c'est à ça que ça sert la réalisation des tours, d'ailleurs, qui sont là. Elles ont cette fonction. Or, je disais, on passe sur une structure jumelle qui était réalisée plus tard, donc on est en 1925. C'est la même entreprise de construction, c'est essentiellement le même projet. On ne voit pas cette retombée ou remontée à proximité des tours. Et on voit ici aussi le chantier de construction avec cette technique constructive qui consiste à construire la voûte donc, par encorbellement, c'est-à-dire tant que l'arc n'est pas complet, on a un fonctionnement de type porte-à-faux où ceci est une bielle comprimée et là on a un tirant. Et bien sûr, il faut renvoyer l'effort du tirant, on ne peut pas tirer à distance infinie. Il faut mettre ici quelque chose, donc une tour, qui permet de finalement venir encastrer les tirants quelque part dans le terrain. Alors ça, on voit évidemment qu'on a la première contradiction qui est propre de tout le chantier. On doit fabriquer quelque chose là où il n'y a rien. Donc on doit fabriquer quelque chose en hauteur, comme c'est le cas de la coupole de Brunelleschi, il faut amener les ouvriers là-haut. Mais l'homme n'est pas fait pour marcher en hauteur. Donc on a une contradiction à résoudre. Comment résoudre le problème de la construction sans envoyer les ouvriers en hauteur? Quel est le système idéal qu'on peut voir? C'est un système dans lequel on n'a pas besoin d'envoyer les hommes là-haut. Et on verra, en fait, qu'on n'est pas loin d'y être. Et ici, donc, on doit faire un franchissement. Il y a une rivière en bas, il peut y avoir un bout de mer, peu importe, il y a un truc. On ne peut pas s'appuyer entre les deux rives. On ne peut pas mettre une structure intermédiaire. Pas facilement, en tout cas. C'est compliqué de le faire. Et donc, on invente cette technique qui permet de lancer la structure en restant toujours les pieds sur terre, pour ainsi dire. Bien entendu, les ouvriers travaillent sur la structure au fur et à mesure qu'elle est construite, exactement comme les ouvriers de Brunelleschi qui grimpaient sur la coupole au fur et à mesure que celle-ci était construite. Donc, leçon apprise, évidemment. Eh bien, on arrive finalement au troisième ouvrage, qui est celui qui me permet d'expliquer pourquoi ceci est
est une suite d'ouvrages innovatifs qui est le Sydney Harbour Bridge, réalisé donc par la même entreprise de construction Norman Long que les deux précédents, mais plus tard, donc en 1923, avec un chantier qui dure longtemps, il est complété 9 ans plus tard, en 1932. Et voilà la forme de ces ponts dans lesquels vous voyez, en effet, c'est la forme du premier. Voilà, c'est vraiment la même. Bon, la portée est très supérieure, hein. Mais la portée de ce pont-là est supérieure au précédent, mais la forme est la même. Et vous voyez ici, il y a ces vides qui est présent. Et alors, d'où il vient et pourquoi il est là? Bon, c'est clair, hein, le pont est fabriqué par méthode d'encorbellement. Ici, c'est la pose du dernier claveau photographié à l'époque, avec les grues qui se sont baladées sur des rails le long de l'estrados du pont et qui sont en train de poser donc les dernières pièces. Ici, on voit les tirants. Voilà un détail constructif de l'époque, un dessin de l'époque avec la grue qui se balade sur les ponts et les tirants qui viennent faire l'ancrage. Notez donc que la grue se balade sur les ponts, ça permet effectivement, encore une fois, à une machine de marcher sur les ponts et non pas à des humains. Bien sûr, il y a ici un humain sur la grue. On n'est pas non plus à l'époque de la construction robotisée. Mais constatez donc ces montages et regardez comment cette ligne qui est l'estrados du pont continue dans les tirants. Voilà. On va voir quelle est l'implication de cela en faisant un petit calcul graphique. Donc, imaginez d'être à mi-chemin, à un moment donné de la construction, lorsque seulement un petit bout de cet arc a été construit, elle est rotulée au pied par construction, elle est incomplète, et on va regarder quelle est la force qu'elle va générer sous son appui. Alors, puisque je ne connais pas les forces exactes, je vais faire un simple calcul statique. Je vais imaginer donc des vecteurs force qui sont à peu près proportionnels à la longueur de montant. Donc ici, il y a plus de poids que là, quoi. Donc j'ai mis ici des forces qualitativement proportionnelles à ces montants. Et puis j'ai mis une force plus forte à la fin parce que je pense qu'il y a la grue et qui porte de la matière et donc elle est plus lourde. Et après, je fais quoi? Je fais un calcul de statique graphique, comment vous l'avez fait dans les cours de statique, dans lesquels, avec un pôle et un ensemble de rayons, je peux tracer, par la méthode donc, sur laquelle je ne vais pas m'attarder, je peux tracer la funiculaire de ces chargements et la jonction entre le premier et le dernier côté de ces funiculaires me permet d'identifier ces points rouges qui est les points dans lesquels, de manière équivalente d'un point de vue statique, je peux placer la somme de toutes les forces. Donc, la somme de toutes les forces, qui est une force dont la longueur est donnée ici, est placée en ces points, agissant donc sur cette verticale, correspond statiquement, c'est la même chose statiquement que l'ensemble de ces forces-là. Je vais donc faire cette substitution. Donc voilà, c'est plus simple. J'ai simplement une force maintenant. Alors, elle est très longue, du coup, je vais un peu la réduire en longueur. Voilà d'où elle passe. Et cette force, qui correspond au poids de toute la structure plus la grue, elle doit être reprise dans ces points. Donc, on comprend qu'il y a une rotation. On comprend que la rotation est équilibrée en tirant par là. Donc, voilà comment l'équilibre s'est fait. On peut imaginer la tangente à la direction de l'aubanage, enfin de tirant, qui est la ligne petit a, le point où elle rencontre la ligne d'action de la force appliquée, ça génère une troisième ligne qui va joindre l'appui. Et là, on a un triangle de force qui est redessiné ici, qui doit être en équilibre, et donc on connaît la valeur de deux forces. Donc ça, c'est la force générée sur l'appui. Ça, c'est la force générée par l'appui qui est parallèle à cette direction. Et ça, c'est la force générée par les tirants qui est parallèle à cette direction. Donc voilà comment le système fonctionne. Alors, si ce point-là est plus bas, parce que, par exemple, on veut avoir donc une arche plus basse, alors il faut changer ce triangle, le prolonger d'une quelque manière. Les deux forces deviennent beaucoup plus importantes, voire trop importantes pour être reprises par les sols. Donc, la hauteur de ces points est donnée, même limitée en réduction, donc il faut qu'elle soit au moins telle qui est dictée par la résistance du sol. Donc, on comprend que la forme du pont est entièrement dictée par les chantiers et la manière constructive qu'on se donne. Donc, on renonce d'une quelque manière à imposer une forme qui est celle utile
pendant le fonctionnement de la structure que si on revient en arrière est celle du pont réalisé en Angleterre, celui-ci, le Tyne Bridge, dans lequel effectivement on n'a pas cette surhauteur. Pourquoi? Parce que dans les chantiers, on tire par cette structure qui est beaucoup plus en arrière que dans les ponts de Sydney, parce que le pont de Sydney en fait se trouve sous des îlots, alors que ceci est vraiment à côté des quais. Et donc ceci est possible ici, et donc le pont a une forme qui est rationnelle, matière minimisée par rapport à son usage. Ce cas n'est pas possible ici et n'est pas possible dans le Sydney Harbour Bridge, dont la forme est donc une forme dictée par les chantiers. Donc voilà, on voit une réponse qui est éventuellement innovante, mais surtout une réponse dans laquelle on voit apparaître quelque chose d'assez important, la forme de la structure, un peu comme l'ogive de la coupole de Brunelleschi, qui n'est pas forcément une forme idéalisée par rapport à son comportement final, mais elle peut très bien être une forme générée par les chantiers. Alors, troisième exemple que je vais vous montrer, mais très brièvement, c'est l'Empire State Building. Alors, c'est des photos qui sont plus Internet, bien entendu, je n'étais pas là. On voit un ouvrier qui serre un boulon. Alors, le boulon avait été inventé pas loin de ce moment-là. Donc, c'est le grand florissement de la construction en acier aux États-Unis, avec un ensemble d'innovations qui sont introduites et qui se réfléchissent dans les Empire State Building, qui a un peu comme Santa Maria del Fiore cette caractéristique d'être le premier de son monde, enfin, parallèlement, d'ailleurs, construit en compétition avec les Chrysler que vous voyez derrière, mais avec donc des modèles constructifs qui étaient entièrement expérimentés et qui ont été expérimentés effectivement pendant la construction de l'Empire State Building. Alors, j'ai juste une image à vous donner, enfin, un slide à vous montrer, et après je vous invite à lire le livre de Mario Salvadori, Pourquoi ça tient, qui décrit ce chantier et aussi d'autres, y compris celui du pont de Brooklyn, qui sont vraiment très, très intéressants. Et on voit encore une fois beaucoup d'exemples d'innovations introduites au niveau des chantiers. Alors, dans le cas de l'Empire State Building, juste pour présenter les exemples qui me semblent les plus épatants, la construction de l'acier, donc l'acier fut commandé, préfabriqué, donc les poutres sont façonnées évidemment hors site, et calculé en tenant compte d'une contrainte admissible de 120 mégapascales, alors que la loi qui était en vigueur à New York prévoyait 110 mégapascales, en attendant que la mairie de New York change sa règle comme il était prévisible, vu que les autres mairies des autres villes l'avaient fait. Donc là, bon, il y a vraiment un pari typiquement capitaliste, si vous voulez, d'imaginer l'adaptation de la réglementation aux besoins de l'industrie. Pour info, aujourd'hui, l'acier travaille plutôt à 500 mégapascales, hein, donc bien sûr, ce n'est pas la même qualité. Alors, vitesse de réalisation foudroyante, en moyenne 4 étages et demi par semaine. La vitesse maximale à rejoindre, c'est de 14 étages en 10 jours, un étage et demi, presque un étage et demi par jour, avec un chantier que, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous dire, n'a pas été un chantier catastrophique en vie humaine, mais pratiquement un chantier même très, très bon pour son époque, vu qu'il a un bilan de vie humaine qui est comparable à celui de la France d'aujourd'hui, donc qui est le plus maîtrisé qu'on peut, on pourrait dire. Alors là aussi, comme les sont prises de Brunelleschi, mais sans doute d'autres chantiers aussi, les cafétérias se trouvent aux étages carrément. Donc les ouvriers n'ont pas besoin de monter et de descendre le long de 100 étages du bâtiment, mais tous les 5 étages, ils trouvent de quoi se nourrir. Et il y a même des canalisations d'eau pour les faire boire à l'étage, au fur et à mesure qu'ils ont besoin quand ils ont besoin de boire. Il y a des remontées et des transitions de matière. Évidemment, il n'y a pas de grues qui peuvent arriver à cette hauteur, à l'époque surtout. Et donc, le bâtiment fonctionne comme une grue lui-même. Et c'est les ascenseurs, évidemment, c'est des cages d'ascenseurs équipées de monte-charges qui permettent la remontée des matières et des chariots, des caddies, en fait, qui roulent aux étages pour transporter horizontalement ces matières et les transporter là où c'est nécessaire. Donc, la remontée se fait par l'axe central et ensuite la distribution se fait dans les étages. Les matériaux, il n'y a pas de place pour les stockeurs et les chaussées, donc ils sont stockés, enfin, il n'y a pas de place au sol,
Donc, ils sont stockés dans les bâtiments, dans son rez-de-chaussée, dans son sous-sol. Et de toute façon, le flux de livraison est tel que la livraison correspond à la mise en place. Donc, la matière livrée est la matière mise en place. Il n'y a pas de vrai entreposage, si ce n'est que très peu au niveau du sous-sol et du rez-de-chaussée de l'édifice. Et puis, encore, la protection contre l'incendie, évidemment, fondamentale pour un bâtiment de telle hauteur. La protection est réalisée par des systèmes automatisés d'arrosage en cas d'incendie, mais surtout, les aciers sont protégés de l'incendie en usine, donc ils sont recouverts d'un oxyde de fer et d'huile de lin, et en chantier, ils sont recouverts d'asphalte, et puis ensuite, ils sont de toute façon incorporés, plaqués en fait dans des plaques en béton, en confort pour les protéger de l'incendie. Donc, la protection de l'incendie est incorporée déjà dans le projet afin de rendre un édifice de telle hauteur sûr par rapport à ce type de risque. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder davantage sur l'Empire State Building pour tenir dans le temps imparti. Mais donc, je vous invite à approfondir de votre côté et je passe à celui qui sera en fait l'objet du TD, les Richards Medical Research Laboratories réalisés par Louis Kahn entre 1957 et 1960. Alors, l'épisode, Louis Kahn est professeur à Pennsylvania University. L'université a besoin de faire des laboratoires, demande à Kahn de faire le projet. Kahn ne sait pas ce que c'est qu'un laboratoire de recherche médicale. Il imagine comment il doit fonctionner. Il a entrevu évidemment les gens pour le faire, mais finalement, il paraît que le projet d'un point de vue fonctionnel n'est pas forcément une grande réussite, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que Kahn envisage une préfabrication massive, complète, quasi complète de cet édifice, et une technique de construction basée sur la pré- et la post-contrainte. Pour approfondir, vous pouvez trouver donc, le bouquin écrit par Kahn lui-même et Commandant, qui est l'ingénieur avec lequel il fait les travaux, qui est 18 années avec Louis Kahn, donc de 2006 en français. Alors, pourquoi Kahn veut faire ça? Voilà, on est dans un cas typique d'innovation par la curiosité. Il n'y a pas vraiment de raison. Les chantiers en soi ne nécessitent pas vraiment cette approche. Les étages, il faut faire 5 étages, 4 ou 5 étages. Ce n'est pas forcément un chantier dans lequel la préfabrication est nécessaire. La préfabrication était massivement, donc je ferai une remarque plus précise plus tard, mais massivement employée pour la reconstruction en Europe après la guerre, là où effectivement des productions à grande cadence, des grands lotissements doivent être bâtis et que la préfa permet d'accélérer les chantiers parce qu'en effet, vous comprenez, le béton, il faut 28 jours pour qu'il soit durci suffisamment pour porter des charges en flexion. Et donc, ça ralentit énormément les chantiers si on coule les étages un par un. Mais ici, Kahn n'a pas forcément de pression pour ça. Et il veut vraiment expérimenter pour expérimenter. Alors, vous verrez que c'est de quelque manière une réussite. On pourrait dire, en tout cas, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est que l'après? Qu'est-ce que c'est que la post-contrainte? Qu'est-ce que c'est que les deux? Vous l'avez vu dans la séance précédente. On parle de pré-contrainte lorsque la pièce de béton est coulée avec des câbles à son intérieur. Elle est mise en pression, donc en contrainte, avant le durcissement et après, elle est livrée en situ. On parle de post-contrainte lorsque la pièce, une fois livrée en situ, est mise en œuvre avec des câbles qui sont préparés ou ajoutés en ce moment-là et qui sont tendus en œuvre afin d'assurer les contacts entre la pièce et les pièces voisines. Donc, les deux techniques sont employées ici. Alors, grosso modo, les tours de ces bâtiments, ce n'est pas des tours très élevés. Donc, je disais, là, on compte 7 étages avec des tours, à proprement parler, de services qui sont là. Et vous voyez, en fait, la structuration des étages, qui est cette fameuse structuration en pièces préfa, et dont on voit ici un peu en détail, où on constate donc des poutres principales qui ont une certaine section un peu plus importante, qui s'appuient sur des poteaux, sur lesquels viennent s'appuyer des poutres secondaires, des solides. Ensuite, s'appuie sur les poutres secondaires dans les deux sens. Donc, voilà les différents montages. Évidemment, chaque fois qu'on a une structure traversante, la structure à 90 degrés doit être interrompue. Dans l'interruption, on a ces assemblages qui se font à l'aide de la post-contrainte. Donc, ici, on voit un peu
la cinétique du montage avec les poteaux d'abord, les poutres principales, ensuite les poutres secondaires, les poutres des rives, les solives et les poutrelles, enfin appuyées sur les solives dans l'autre sens. Et après, les plaques du plancher et voilà, on continue l'autre étage, ainsi de suite. Voilà donc les câbles des pré- et des post-contraintes. Les câbles pré-contraintes sont rouges, donc les poutres porteuses, les poutres principales sont pré-contraintes. Les autres, on passe les câbles une fois sous place et on les post-contraint. Donc à la fin, on a, je dirais, à peu près la même chose dans un sens comme dans l'autre, mais évidemment, les opérations ne sont pas les mêmes. Ici, vous avez des photos des poteaux sortant de l'usine avec les trous de post-contrainte préparés. Ici, vous avez l'élevage dans lequel on voit les aciers en attente dans les poutres de rive. On voit les chantiers en cours avec les poutres de rive montées et leurs aciers en attente. On voit les poteaux avec leur système de levage et les têtes des câbles de précontrainte qui apparaissent ici. Et ici, on voit une phase de mise en tension avec des vérins hydrauliques qui viennent tirer. Donc, ça, c'est exactement ce qu'on fait encore aujourd'hui. Des vérins hydrauliques qui viennent tirer sur la tête des câbles pour mettre la pression demandée et qui est ensuite bloquée à l'aide des coins embrayés par ailleurs de Freycinet. Donc, voilà le système. Alors, oui, manque de garde-corps, manque de moyens de sécurité, les mecs avec un chapeau plutôt qu'un casque. Tout ça, on ne pourrait pas le voir aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant de ce chantier, que vous allez étudier, je répète, un peu plus en détail, même de manière un peu, je trouve, assez marrante, c'est qu'il y a cette phrase. Bon, là, en fait, le marché pour réaliser l'ouvrage fut assez compliqué. Les prix étaient exorbitants. Les prix proposés pour les entreprises étaient exorbitants. Les entreprises proposaient, mais pourquoi vous ne coulez pas sur place? Ça coûterait tellement moins cher. Kahn et commandant insistent pour que ça soit fait en préfa, trouvent finalement des entreprises qui les font au prix qu'ils peuvent se permettre, mais ils insistent pour que les prix baissent. Donc finalement, c'est une entreprise qui s'appelle Atlantique qui l'emporte en baissant son prix de 75 000 € par rapport au premier devis. Eh bien, voilà la phrase que M. Pott, le propriétaire de l'entreprise, sort à la fin. Il dit, mais docteur, vous savez bien que tout plaisir s'est payé. En fait, il a perdu 82 000 € dans l'affaire. Donc, il n'aurait même pas dû réduire son devis de 75 000. Il aurait perdu un peu moins. Et il dit, bon, ce fut un plaisir, un privilège de participer à ces méthodes de construction avancées et prometteuses. Ils ont beaucoup appris. Et cette structure ouvre une ère nouvelle aux techniques du bâtiment. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Elle n'a pas ouvert une ère nouvelle. À partir de Louis Kahn, les bâtiments n'ont pas été réalisés avec cette technique, à la différence qu'après Brunelleschi. Mais ça ouvre en effet des possibilités qui ont été exploitées. Donc, la post-contrainte est une réalité. La pré-contrainte, bien sûr, l'est aussi. Il faut noter que la préfa avait été largement expérimentée, comme je vous disais, en Europe. Et il faut regarder en fait les procédés Camus, qui étaient les procédés utilisés en France dans les années 50. Et ces procédés étaient basés sur l'idée de faire des murs qui contenaient déjà à l'intérieur tout. Donc les portes, les fenêtres, les canalisations d'eau, l'électricité, les gaz. Et la différence de l'approche des Kahn, c'est qu'en fait, ils bâtissent un poteau-poutre préfa. Alors, les poteaux-poutres préfa se faisaient aussi en Europe à l'époque. Donc, en soi, c'est l'ensemble de ces concepts, préfabrication post-précontrainte, qui caractérisent les Richards Laboratories comme une grande innovation. Et en tout cas, s'agissant d'un grand architecte aussi, je trouve intéressant que vous allez passer un peu de temps dans l'étude en regardant comment ça a été fait. Donc, je passe à la structure suivante et dernière des exemples que je vais vous montrer. On est dans l'année 2000, le Gateshead Millennium Bridge. Alors, c'est une structure entièrement en acier qui était fabriquée à Bolton, qui est ici à côté de Manchester. Les pièces ont été fabriquées à Bolton et elles ont été transportées à Wallsend, qui est pas loin du site de pose finale, qui est celui indiqué par qui est donc indiqué par ces symboles, et ensuite transporté par barge jusqu'à donc assemblé, les ponts assemblés, peints, complets, transportés par barge, et posés par une grue
posé sur barge avec une tolérance de plus ou moins 2 mm. Alors, l'objet, c'est celui-ci, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un pont basculant pour faire passer les navires, un pont suspendu, enfin un arc, enfin, ça n'a pas de nom, c'est un pièce unique en fait. Et donc, on le voit ici basculer, c'est une passerelle piétonne, à vrai dire, plus passage de vélo. Donc ici, vous le voyez basculer. Donc je répète, c'était posé comme une pièce unique. Voilà le moment de la pose avec cette énorme grue qui vient poser les ponts. Donc à partir de l'année 2000, les levages lourds deviennent de plus en plus des standards dans certains types de construction. La pose des passerelles, la pose des ponts se fait désormais par cette méthode. La passerelle Simone de Beauvoir à Paris, par exemple, les ponts de Calatrava à Venise sont autant d'exemples de structures réalisées lointain, même de plusieurs centaines de kilomètres du site de construction, et posées sur place par des grands moyens d'élevage. Vous voyez qu'on est arrivé au système zéro. Aucun ouvrier ne travaille en hauteur dans ces ouvrages-là. Il n'y a personne qui doit grimper, faire des soudures, risquer pour réaliser ces chantiers. Tout est fait en usine, tout est réalisé à terre, et ensuite les objets sont transportés. Donc, vous comprenez que ce système idéal auquel on tend, parfois, il n'est pas si loin que ça. Et en fait, au tournant de l'année 2000, quelque chose qui paraissait infaisable avant devient standard. Et j'ai quelques mots sur les opérations, parce que ça permet d'introduire cette question. Alors, les opérations, en général, doivent traiter un grand nombre de points. Et je répète, mon but ici, ce n'est pas de vous montrer une liste des technologies employées, mais de donner des thèmes sur lesquels auxquelles les technologies répondent. Alors, la première, c'est la gestion des surfaces avec leur circulation au sol, dans les sites ou en proximité. On a vu l'exemple de l'Empire State Building. Je dirais un mot sur l'exemple du CNIT à ce sujet. La gestion des manutentions, donc l'élevage, bon, dans l'Empire State Building, le levage par l'ascenseur, à Santa Maria del Fiore, l'élevage par l'échafaudage volant, et ainsi de suite. Autant d'exemples. Bon, on a vu l'exemple de ponts montés par Encore Belmont avec des levages réalisés, enfin des systèmes de reprise des efforts réalisés d'une manière particulière. Donc, tout ça, la question de la manutention est toujours une question fondamentale dans les chantiers. Encore, la réduction des risques, évidemment, donc limiter les travaux en hauteur. Je répète, aujourd'hui, on peut carrément les éliminer, ces risques. La réduction le plus que possible des opérations dédiées aux structures auxiliaires. Imaginez la coupole de Florence et le temps qu'il aurait fallu pour bâtir un échafaudage partant du sol, par exemple. Et même chose pour la réalisation de ces ponts qui sont lancés à partir des rives sans besoin de fabriquer une contreforme qui les supporte de manière provisoire, et ainsi de suite. Et puis l'optimisation des cadences, donc le fait que la production doit être en phase entre site de production et réalisation. Donc encore l'exemple de l'Empire State Building avec les pièces montées le jour même de leur livraison en chantier, ou le cas de Louis Kahn dans lequel également il n'a pas de place au sol et donc il doit directement décharger les pièces de la grue pour les mettre en place. Alors en passant dans le TD, on ne fera pas ça, mais c'est pour des raisons effectivement de l'exercice universitaire, on va dire. Alors voilà, pour faire des exemples de ce qu'on peut faire aujourd'hui qui m'impressionne, ça c'est la pose par des systèmes d'élevage à tour d'un chevron, on pourrait dire. C'est ce qu'on appelle une grue Goliath qui était réalisée dans les chantiers de Saint-Nazaire. Alors, chacun de ces ronds ici fait 6 mètres. Là, vous êtes à donc quelque chose comme 70 mètres de hauteur. Cet engin, il fait 70 mètres fois quelques 120 mètres de portée. C'est une énorme poutre qui sert à faire quoi? Vous voyez, c'est l'échelle à Saint-Nazaire. Elle est immense. Elle sert à fabriquer des bateaux. Ici, le chevron en question, entre guillemets, qui tient toute la partie supérieure d'un navire avant de la poser et de la souder. Et vous avez énormément d'exemples des ouvrages désormais réalisés à cette échelle. Vous avez ici un autre exemple impressionnant. Ça, c'est la partie supérieure d'un fourneau. Ceci est un être humain. Ça, c'est un édifice qui pèse 80 000 tonnes, entièrement en acier et en briques, et qui sert pour faire de l'acier. Et ça, c'est le nouveau fourneau qui remplace le vieux fourneau qui est ici, qui est ramené lointain. Là, c'est un être humain. Ça, c'est le nouveau.
Donc, vous voyez, cet énorme édifice, extrêmement lourd, c'est plus qu'un bâtiment de 20 étages, qui est transporté, qui est fabriqué en usine, transporté sur place, l'ancien est enlevé et le nouveau est mis en place. Cette opération dure à peu près une semaine. Le démantèlement de l'édifice et sa reconstruction sur place aurait duré 6 mois. Un fourneau comme celui-ci produit 1,5 million d'acier, non pas de tonnes, mais de dollars d'acier par jour. Donc, vous comprenez que la logistique en question a une motivation financière très, très importante et vous comprenez comment ça peut être impressionnant de faire ce type de manutention. Encore un autre exemple ici, c'est les bâtiments qui résident sur une plateforme pétrolière. Donc là, c'est un édifice de 5 étages, bel et bien soulevé de 16 mètres et puis translaté pour être posé en place sur une plateforme. Et voilà, donc je suis à 5 minutes de la fin et c'est presque fini. Donc, quelque chose sur le flux de matière. Évidemment, un flux de matière se caractérise par des éléments qui sont invariants, la présence de certains sites qui sont des sites de production, les transports divers vers les chantiers, mais aussi vers la filière, parce que la transformation des produits finis du bâtiment est en fait une filière qui génère pas mal de produits intermédiaires. Donc, quand vous achetez quelque chose pour votre bâtiment, c'est quelque chose à passer plusieurs marchés, plusieurs étapes dans lesquelles était encore un produit. Il était vendu avec des standards qui ont été remplis. Donc, c'est une filière complexe éventuellement. Il y a évidemment la phase de réception, entreposage et mise en place qui est celle qui plus précisément concerne le chantier. Il y a ensuite, une fois que l'édifice est en vie, il y a 2 phases de maintenance qui sont inévitables. Et puis, à la fin de la vie de l'édifice, on a la question du remploi, du recyclage, du traitement des déchets éventuellement. Alors ça, c'est la phase qui nous intéresse le plus aujourd'hui, sur laquelle je n'aurai pas le temps de parler. L'innovation est à faire, est en cours, et on se projette vers un avenir où les édifices ne seront plus de source de déchets comme c'est le cas aujourd'hui. Pour donner un exemple, le mécanisme du CNIT en 1958, c'est une énorme, c'est la structure la plus grande en béton jamais réalisée, la voûte en béton la plus grande jamais réalisée, 350 mètres de portée à l'arête, surface triangulaire. Les chantiers entièrement mécanisés, en tout cas, subit une mécanisation maximale, ce qui réduit à 350 ouvriers seulement contre les 700 à 800 ouvriers prévus dans ce chantier. Une deuxième usine réalisée à 3 km du chantier principal, pour ainsi dire, afin de réaliser les pièces préfa, approvisionnées par le fleuve et par train, et puis pouvant produire en fait 150 mètres cubes, ce qui correspond à un camion tous les 10 minutes partant de l'usine pour venir approvisionner les chantiers. Des pièces préfa réalisées avec des moules réchauffés afin d'accélérer les temps de prise, et un volume sous la voûte de 900 000 mètres cubes, ce qui aurait demandé 1000 km de cubes pour réaliser le support de coulage. C'est pour ça que quand je vous ai montré, cette image, avec 280 km de tubes seulement, c'est en fait un grand exploit contre les 1000 km qui auraient été nécessaires pour tout couvrir. Et en fait, cet exploit est dû au montage qui s'est fait par fuseau. La voûte est construite de manière à être toujours équilibrée en partant du centre vers les bords en 3 étapes. Et chaque étape, c'est un coulage sur place avec ensuite, vous voyez, une zone laissée vide ici pour mettre le système en contrainte avec des vérins hydrauliques qui viennent pousser la voûte vers le haut afin de la détacher des contreformes et ensuite venir couler du béton dans les pieds pour créer la continuité définitive de la structure. Encore une fois, un ouvrage sur lequel il est intéressant de se documenter. Nicolas Estian, l'ingénieur d'entreprise, c'est la référence bibliographique que je peux vous donner. À ce sujet, malheureusement, on ne l'a pas en bibliothèque. Dernier mot sur l'énergie. Aujourd'hui, ça, c'est à peu près les camemberts de la consommation énergétique sur la planète. Un quart l'industrie, un quart les transports, la moitié les bâtiments. Donc, c'est un cadre assez noir, je dirais, pour le travail des architectes. Et dans ces moitiés dues au bâtiment,
on en a un bon morceau, donc les 40% du total qui est dû aux dépenses énergétiques des édifices dans leur fonctionnement, donc thermique, on va dire essentiellement, éclairage, et un 5,9, on va dire un 6% qui est dû à la construction. Donc, c'est ce qui nous intéresse là. On peut innover pour réduire tout. On peut réduire le prix de construction énergétique, de construction, on peut réduire le fonctionnement des édifices. Alors, la réduction du fonctionnement a été faite. En 1975, un édifice consommait avait besoin à peu près de 500 kWh par mètre carré et par an pour être maintenu à la température idéale. Alors qu'un édifice qu'on peut réaliser aujourd'hui, mis à part les sources d'approvisionnement local qui peuvent réduire à zéro les besoins d'énergie provenant du réseau, mais en tout cas, la consommation à proprement parler, elle pourrait être à hauteur de 10 kWh par mètre carré par an. Donc voilà la taille des édifices et les rapports volumétriques de ces deux chiffres. Et j'ai déjà eu l'occasion probablement de vous dire que c'est la comparaison entre la hauteur de l'Empire State Building et la hauteur de l'Everest. Donc la hauteur de l'Everest correspond à la consommation en 1975 et la hauteur de l'Empire State Building correspond à la consommation actuelle, évidemment. Donc, 8 km contre 500 mètres, c'est ça le rapport. Et si on regarde d'un point de vue du chantier de construction, rien n'a changé, voire on consomme un peu plus aujourd'hui parce qu'on est un peu plus sûr quand même. Mais cela signifie que les prix de la construction énergétiquement étaient à peu près les 6 pour 1000 du prix de la consommation d'un édifice en 50 ans, sa durée de vie. Donc voilà, rien, 6 pour 1000. Allez, c'est pas grave. Par contre, aujourd'hui, c'est environ 30%. Donc, c'est le moment d'attaquer les prix du chantier d'un point de vue énergétique afin de passer à un monde où la consommation énergétique soit durable. Et donc, voilà, je peux conclure ma présentation avec, désolé, 1 minute de retard. Bien sûr, on n'a plus les défis qui avaient dans le passé. Beaucoup des exemples que je vous ai montrés correspondent à une structure gigantesque dans laquelle les problèmes principaux étaient réaliser des grands ouvrages, réaliser beaucoup d'ouvrages à la fois du même type. Et on n'a plus vraiment ce besoin-là. Peut-être que certains pays l'ont encore, mais sans doute pas l'Europe. Aujourd'hui, disons que c'est minimiser l'empreinte écologique qui est notre priorité, votre priorité. Et alors, les solutions sont plus des solutions donc, qui sont maintenant orientées dans la situation de la réduction de l'empreinte écologique des chantiers et des travaux. Et donc, l'innovation va, j'espère, aller dans cette direction. Et il ne faut pas oublier que ce n'est pas une innovation opérationnelle seulement, c'est une innovation architecturale, comme les exemples que je vous ai montrés le montrent. Pour poursuivre l'innovation, il faut laisser sur le terrain ou être prêt à faire évoluer la forme architecturale. Voilà, désolé, je n'ai pas le temps de savoir si vous avez des questions à poser parce que je dois quitter la salle virtuelle afin de laisser la place à mon successeur ou ma successeur, sauf peut-être une très rapide question si vous l'avez. OK, c'est bon, je ne vous sollicite pas davantage, donc rendez-vous pour vous pour le TD. Vous allez travailler sur les Richards Medical Research Laboratories de Louis Kahn. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir.